Qu'elles viennent. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Annie, Daniel, de nous accueillir en haute cour. On voit que vous avez le sens de l'accueil, puisque c'est quand même le seul jour de la semaine où il y a du soleil. Donc merci. On pourra revenir éventuellement plus souvent, si vous le voulez. Je le dis en guise de conclusion de la réunion où nous étions pour un certain nombre tout à l'heure, pour que ça puisse éventuellement partager les informations avec ceux qui n'étaient pas là. On a eu une réunion que je qualifierais de très intéressante sur la question de l'indignité dans le bâti et des actions qui peuvent être entreprises. D'abord avec une remise en perspective des aspects sémantiques entre l'habitat insalubre, indigne, les dimensions de sécurité, l'outil histologue qui est à disposition des collectivités notamment et de tous les habitants d'une manière générale. Je crois que c'était une réunion qui était absolument nécessaire, même si on ne l'avait pas identifié comme ça. Et il est important que le diaporama qui va nous être envoyé, on puisse le partager auprès de chacune des communes. Voilà. On est réunis donc pour un conseil communautaire pour lequel j'excuse Akima Dujardin qui a donné pouvoir à Claude Jolet, j'excuse Claude G, j'excuse Éric Laurent. On va nommer notre secrétaire de séance. Il me semble que je m'étais engagé. Très bien, donc Romain. Merci Romain. Je dois avoir le pouvoir de William. De qui? Ah, j'ai pas vu. Ah ben j'ai signé pour lui. Il m'a dit qu'il a envoyé le pouvoir. Bon, bah, il nous le fait passer. Ouais. Voilà. Vu que tu as signé, on ne va pas gommer, on va plutôt faire passer le pouvoir. Nous avons approuvé le PV du 24 avril dernier. Est-ce qu'il y a sur ce PV des remarques que vous auriez à formuler? Des corrections? On considère donc qu'il est adopté. Merci. Parmi les décisions prises et qui vous ont été communiquées entre le 17 avril et le 19 mai, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des éclairages? Ni sur les décisions président, ni sur les décisions bureau. Très bien, merci. On en vient donc au point numéro 4 qu'on va lier avec le point numéro 5, si vous en êtes d'accord, où on parle d'enseignants pour l'école des arts. Au point numéro 4, donc on crée et on supprime un emploi permanent à temps non complet pour l'enseignant de piano. On crée donc un emploi permanent d'enseignant de piano sur un grade d'assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet sur une durée de 10 heures à compter du 1er juin prochain. Et on supprime un poste d'enseignant de piano sur un grade d'ATA sur un temps non complet de 12h45. Sur le point numéro 5, on crée un emploi permanent à temps non complet comme adjoint de direction de l'école des arts. On crée donc à compter du 1er juin un poste toujours sur un grade d'ATA sur une durée de 10 heures. Et là encore, on précise qu'on va mettre à jour le tableau des emplois. Est-ce que sur ces points 4 et 5, notamment donatiennes, est-ce qu'il y a des remarques ou est-ce que vous souhaitez des précisions? On peut peut-être même aller jusqu'au point numéro 6. En fait, c'est peut-être juste... Vas-y, Thomas. Ouais, peut-être juste amener une précision, en fait, c'est que l'enseignant qui va dispenser le piano, en fait, donc il a une partie de son temps qui sera donc sur l'enseignement de piano, et une autre partie de son temps, il sera adjoint au directeur de l'école des arts, en fait, simplement. D'un support au niveau du directeur. C'est ça qu'on a lié les points 4 et 5. Est-ce que sur ces deux points, 4 et 5, il y a des remarques, des oppositions, des abstentions? Merci. On en vient au point numéro 6 avec toujours l'école des arts, où on crée un emploi permanent sur le poste de secrétariat administratif
de l'École des Arts et de Communication, de ce pôle culture, à compter du 1er juin. Et on supprime, donc on est sur un temps complet, pardon, et on supprime dans le même temps le poste existant sur le grade d'adjoint administratif qui lui était sur un temps non complet de 32 heures. En réalité, on vient sur un temps complet, ce qui permet de répondre du secrétariat administratif de l'École des Arts et de venir apporter un complément qui nous permet d'être sur le pôle culture également. Donna ? Est-ce que sur ce poste, vous avez des questions, des remarques, des oppositions, des abstentions? Merci. Au point 7, on est du côté du pôle petite enfance, avec la création d'un poste de puéricultrice à compter du 1er juin prochain, à temps complet. Et on supprime, là encore, le poste actuel de puéricultrice qui est sur un temps non complet, lui, de 29h30. Donc la différence, c'est qu'on passe de 29h30 à un temps complet de 35 heures. Est-ce qu'il y a des remarques, Fabienne, des remarques, des questions? On met donc aux voix, des oppositions, des abstentions. Merci. Au point numéro 8, eh bien, on reprend la totalité de ce qu'on vient de se dire pour mettre tout simplement à jour le tableau des emplois qui est actualisé en conséquence et qui a été diffusé en conséquence de tout ce que nous avons dit et sur lequel on a dû teinter les évolutions qui sont intervenues en jaune à l'écran. Voilà. Mais vous l'avez de manière teintée dans votre dossier, ce qui est plus visible, naturellement. Et on a aussi intégré les avancements de grade, exact, qui n'ont pas été délibérés ce jour, puisque c'est lié, là par contre, aux décisions qui ont été prises. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce tableau des emplois qu'on met donc aux voix? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On en vient au point numéro 9 avec une modification du règlement d'utilisation des véhicules avec une approbation de l'avenant numéro 1. En substance, ce qu'on modifie, et Emmanuel me complétera sur les éléments de détail, mais ce qu'on modifie dans cette affaire, c'est qu'on se donne une souplesse qui permet à un de nos agents qui n'habite pas sur le lieu de prise de poste de rentrer avec le véhicule et de le remiser à domicile, ce qui nous permet, par une mesure de bon sens, le lendemain, de prendre sur le passage des enfants qui doivent venir sur le lieu d'embauche. Donc, en gros, la situation en T, on a un agent qui habite Notre-Dame-de-Briançon, je crois que c'est ça, qui vient prendre son poste à Moutier, qui prend un véhicule et qui retourne à Notre-Dame-de-Briançon pour récupérer des enfants et les emmener ensuite à Moutier. Il nous a semblé que par mesure de bon sens, on adapte notre règlement, ce qui permet à l'agent en question de rentrer à son domicile, de remiser à domicile le véhicule, le lendemain matin, de prendre des enfants, de les emmener directement. J'ai oublié que le soir même, il les avait aussi redéposés, évidemment, à leur domicile. Voilà, voilà la modification en substance qui est ici concernée. Je crois qu'il n'y a pas d'autres points. Ouais. Est-ce que ça appelle des remarques? Est-ce que le point est urticant au point de vous faire sortir de vos gonds? Pas spécialement. On va donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On a un point de finance qui est une décision modificative de notre budget principal avec un aspect, et je laisserai Emmanuel donner les aspects techniques, mais en tous les cas, un point principal qui nous permet tout simplement de lier l'acte budgétaire à l'acte de la décision technique dans le cadre des travaux de la voie verte qu'on a inauguré d'ailleurs avec du soleil aussi la semaine dernière. Nous avons réalisé des travaux au niveau de la station d'épuration, donc de manière partenariale avec le syndicat des Dorons, présidé par Noir. Et l'idée, c'est que tout simplement, pour pouvoir assurer les règlements financiers liés à ces travaux, eh bien, il nous faut avoir une modification budgétaire
ce qui a été vu avec Claude et que je laisse peut-être préciser par Emmanuel. Oui, en fait, là, sur cette délibération, il y avait eu une participation du syndicat des Dorons qui avait été mise uniquement en dépenses en incluant les recettes. Et donc, ça avait été oublié dans les... Donc, c'est vraiment de remettre l'entièreté de la dépense sur le bon chapitre, l'entièreté de la recette sur le bon chapitre, pour pouvoir justement inclure ça dans le budget. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des délibérations modificatives. Pour le coup, ça avait quand même été inclus dans notre budget. Voilà, on était sur des restes à réaliser notamment. Est-ce que ça appelle des questions, Romain? Oui, mais du coup, pourquoi on a deux fois la somme? Enfin, il me semble que ça a coûté au syndicat des Dorons 265 000 euros au total, c'est ça? Et pas, oh, d'accord. Et après, c'est une subtilité comptable, quoi, de les mettre deux fois. Enfin, ça fait un total à 500 000, c'est pour ça. C'est pour que ce soit équilibré. C'est plus, moins. C'est ça. Pour qu'au final, il reste le montant qu'on doit payer et percevoir. C'est ça? C'est ça. En réalité, ça coûte bien 238 Oui, c'est ça. 260 000. Non, mais il a raison parce que au 13, on a. C'est la trésorerie qui nous a demandé. Non, mais au 13, c'est-à-dire au chapitre De la recette en subvention, c'est ça? Le 45 me va bien. Le compte 45, c'est des comptes pour ça. Il y a une recette et une dépense. Et subvention non transférable au groupement, augmentation de crédit de 165 000 euros. Et en recette, au 23-12, on inscrit aussi, tu vois, il y a raison. Enfin, tu vois, sur le principe, on inscrit deux fois les dépenses. On inscrit deux fois la dépense et on inscrit deux fois la recette. Je te dis, c'est la trésorerie qui nous a demandé. Alors, c'était peut-être par rapport au reste à réaliser. Ça y est, j'ai compris. Qui avait été. Là, ça y est, j'ai compris. Qui avait été mis sur le budget parce qu'en fait. Alors maintenant que tu as foutu le bordel, tu vas expliquer. Non, mais je pense que les restes à réaliser avaient été mal fléchés. Non, c'est pas ça. Non, c'est quand. Ouais, enfin. En fait, c'est que. C'est un compte 45. Parce que Patrimoine. Enfin, c'est qui fait les travaux? C'est vous? Oui, c'est vous. C'est nous pour votre compte. Voilà. Donc, pour pouvoir encaisser. En fait, Patrimoine. Attends, mais c'est compliqué. En réalité, on va reprendre syndicat des Dorons. Syndicat des Dorons va payer 265 000 euros. Au titre des 265 000 euros, il récupère une partie d'immobilisation que lui va amortir dans ses travaux. Bon. Comptablement, il faut que ça rentre chez nous au niveau de la communauté de communes. Donc, la dépense du syndicat des Dorons va rentrer en compte 45, voilà, qui va s'équilibrer avec un compte 45. Voilà. Mais ce compte 45, pour que ça rentre dans notre patrimoine à nous de la communauté de communes, il faut qu'on le rentre au 23, enfin voilà, dans nos écritures normales, etc. Donc il y a deux. C'est ce que je comprends. Bref, c'est de la compta. Public. Donc l'erreur est juste et le compte est bon. Non, c'est juste. Tant que je paye que 265 000 au niveau du syndicat, ça me va bien. Donc, cette décision compliquée, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Juste au niveau du syndicat, petite parenthèse. On a fait un comité syndical il y a quoi, 2 mois? Oui, 2 mois. Donc vous le savez, la communauté de communes voisine a repris la compétence et siège. Valvanoise, hein, on parle. Valvanoise. Ils siègent tous, ils sont là et ils votent contre. Et nous, il y a des délégués qui ne sont pas là et qui oublient de donner des procurations. Je le redis à l'attention des maires, quand il y a un comité syndical des Dorons, s'il vous plaît, aidez-moi. Et là, je me retrouve en difficulté. On risque de perdre la gouvernance. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Mais bien sûr, après, si c'est ce qu'on veut, moi, il n'y a aucun souci, mais je tiens face au bougre qui est en face de nous. Mais si demain, politiquement, je me retrouve... Alors que politiquement, on a les moyens d'être en... On est majoritaire. On est majoritaire. Donc, si... Voilà, quoi, il faut qu'on soit présent.
ou à défaut qu'on donne des procurations. Et donc à chaque fois que, là je vais reconvoquer un comité de syndical au mois de septembre, on envoie systématiquement les convocations dans les communes, mesdames et messieurs les maires, assurez-vous que les délégués soient bien là, parce que nous on les appelle, on les rappelle, mais bon, des fois, voilà quoi. C'était effectivement une précision importante. Ce qui n'existe jamais, c'est qu'on a quand même des pouvoirs en blanc. Peut-être qu'on peut s'organiser. Bien, on en vient au point numéro 11, que je vous propose que nous lions avec le point 12, et Annie, en sa qualité de présidente, n'y verra pas de difficulté, puisqu'on est sur un sujet qui nous renvoie au transfert de la compétence de la petite enfance vers la communauté de communes, et on parle ici du PV de mise à disposition des biens et des subventions qui sont liés dans ce cadre-là. La délibération 11 vise le CIAS, quand la délibération 12 vise le CIERS, mais on est exactement sur la même chose, on est obligé d'avoir cette double lecture. C'est pour ça que je vous propose que nous lions ces deux points, et tout simplement que nous approuvions le PV contradictoire de transfert de biens et de subventions qui intervient entre le syndicat et la communauté de communes. Est-ce que, Annie, tu veux apporter des précisions là-dessus? Non, c'est formalité. Hein. Ouais. On en est encore là. Oui. Après, je Ah ben, tout doucement, on purge. On ne doit plus être très loin du bout, je pense, maintenant. Oui. Sur ce sujet-là. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Vous souhaitez des précisions? C'est très classique, en fait. Hein. C'est tous les PV de transfert, comme d'habitude. Hein. Voilà. On va donc mettre ces points 11 et 12 aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 13 renvoie au sujet que vous connaissez parce que nous l'avions évoqué, de cette opportunité d'une étude sur les anciens termes de Salins, je cherche Françoise là-bas, voilà, et du travail qui a été initié entre Salins, Salins-Fontaine, Bride-les-Bains et la communauté de communes, où, comme vous le savez, on a identifié, c'est Bride d'ailleurs à la base qui avait identifié, un opérateur qui pouvait nous accompagner sur la phase d'étude et la candidature que nous avions à déposer pour pouvoir réaliser ce centre de remise en état des sportifs et des accidentés sur le site des anciens thermes. On a du coup tenu compte des orientations qui ont été prises à la fois par le bureau et des orientations qui ont été données par le conseil communautaire, en engageant la commande qu'il faut qu'on régularise ici dans le cadre de notre conseil communautaire et de la convention financière qui est à intervenir avec la commune de Bride-les-Bains. On a souhaité faire simple dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a deux parties dans ce dossier, la commune de Bride-les-Bains et Cœur de Tarentaise, avec évidemment, il n'y a pas de décisions qui sont prises sans que Salins-Fontaine, à proprement parler, soit identifié. En tous les cas, on dit qu'il y a deux parties, ce qui simplifie la convention financière, ce qui arrange aussi sans doute financièrement la commune de Salins, mais en tous les cas, deux parties. De la même manière avec Bride-les-Bains, quand bien même nous, on est plutôt deux à parler et que Bride est seul, on a considéré que nous sommes deux parties et que donc on partageait à 50-50 les frais de cette partie d'études, ce que Bride-les-Bains a aussi tout à fait validé de son côté. Voilà. Donc c'est le sens de la convention financière qui est visée ici au point numéro 13, avec ce qu'on vous demande, le fait que nous puissions approuver une participation de Bride-les-Bains à hauteur de 50% du financement de l'étude, et ça veut dire que Bride-les-Bains finance à 50% au bénéfice de Cœur de Tarentaise. Nous, on paye en premier et la totalité, et Bride-les-Bains nous rembourse les 50%. C'est ce qui correspond à la convention qui vous est proposée. Déduction faite, merci Emmanuel, des subventions que nous serons en capacité d'aller mobiliser. Je pense notamment au département Fabienne. Voilà. Françoise, est-ce que tu souhaites apporter des compléments sur cette convention? En tous les cas, ce montant est la totalité des trois phases. Bien... C'est ça, sur la totalité de l'étude. Hein. Donc les trois phases scindées en trois. C'est vraiment... Notamment la première doit intervenir
fin mai. Là, maintenant en fait. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur la convention financière? Je la mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Enfin, si je peux me permettre, en termes de... Permets-toi. Franchement, on revient de loin, quoi. On revient de loin. Enfin, moi, les discussions qui sont entamées aujourd'hui avec la commune de Brides, la communauté de communes et la commune de Salins, quand je vois où on en était, on commence à parler des vieux cons, mais il y a 2 mandats, et même au début de ce mandat-là, et là où nous en sommes aujourd'hui, arriver à mettre tout le monde autour de la table, arriver à construire et à regarder tous dans la même direction, je rappelle, les discussions que j'ai eues en bureau, où, l'appel à projet, les candidats qui avaient, on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire. Là, on revient de loin. C'est bien. C'est bien. Tu as raison, on revient de loin et on espère aller loin d'ailleurs sur ce dossier. Au point 14, là encore un sujet que on connaît bien ici autour de la table du conseil communautaire, puisque ça concerne le réseau de transport de gaz. Comme vous vous en souvenez, on a approuvé un consortium d'études à qui nous avons donné une durée de vie jusqu'au 28 juin 2024. Il se trouve qu'à la faveur des études qui avancent globalement bien, on sait qu'on n'aura pas fini pour le 28 juin 2024, et tout ça est concerté à la fois avec les industriels et avec GRT Gaz, donc on n'est pas occupé de constater un échec ou des délais qui seraient incompatibles avec la perspective, mais tout simplement on va avoir un décalage sans doute de 1 mois et demi sur ce dossier, ce qui est tout à fait contenu et qui ne pose pas de difficulté sur l'atterrissage final. En revanche, comme on va déborder de l'accord initial du consortium qui était au 28 juin, ce qui est proposé, c'est qu'on puisse donner une durée de vie supplémentaire au consortium de 6 mois. Comme ça, on prend large et pas de risque dessus. En tous les cas, c'est le sens de la délibération d'aujourd'hui, dans laquelle on vise d'ailleurs qu'on a donné une mission d'études juridico-économiques auprès d'un cabinet qui s'appelle Adaltis, qui est notamment sur la question juridique. Vous verrez d'ailleurs dans la note de synthèse que ce même cabinet est assisté en sous-traitance par une société de quelqu'un qu'on connaît un peu qui s'appelle Adrien Pointon. Et donc, on se donne cette souplesse, je dirais, supplémentaire en termes de délai, et c'est le seul point qui vise cet avenant, pour permettre un bon atterrissage du projet global. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour préciser sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaiteriez? On va donc mettre le point aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et je passe la parole à Jean-Paul pour le point numéro 15 concernant le camping de Notre-Dame-du-Pré. Alors, au niveau du camping, donc, pour cet été, compte tenu du fait qu'on n'a pas trouvé de repreneur actuellement, donc nous vous proposons de rouvrir le camping pour cet été dans les mêmes conditions que l'été passé, c'est-à-dire en interne, en ouvrant avec des ressources en interne. Donc il nous faut approuver l'ouverture, les tarifs, les règlements intérieurs. C'est la raison pour laquelle vous avez sur cette délibération les tarifs que vous avez sur l'écran, qui sont les mêmes que l'année passée, puisqu'on n'a pas voulu les modifier. Les horaires d'ouverture qui sont également identiques, c'est-à-dire pendant les mois de juin et septembre, on n'ouvre que le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Juillet, août, on ouvre tous les jours sauf le jeudi. Qu'est-ce
il y a les tarifs des boissons. On vous met également les règlements intérieurs qui seront affichés sur le site et également les périodes qui seront du 7 juin au 15 septembre 2024. Voilà, tout ça est mentionné. Nous avons le personnel qui sera la même personne que celle de l'année passée. Donc tout est en place pour démarrer le camping au 7 juin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser, des interrogations sur cette ouverture? Je suis prêt à y répondre. Tout va bien? Parfait. Pas de tarif préférentiel pour les élus. C'est tellement peu cher. Voilà. Justement, en profiter plus. Le troisième âge, non? À partir de 80 ans. Je parlais des communes voisines, bien sûr, uniquement. Évidemment. Limitrophes. Bien, merci Jean-Paul sur ces éléments. Donc on voit que tout est prêt pour qu'on puisse passer une saison d'été encore dans cette forme-là, avec l'idée que ce soit la dernière quand même. Je l'espère. Tu peux nous redonner peut-être le calendrier de la manière avec laquelle les choses se déroulent pour la suite? Oui, donc nous avons travaillé sur un projet. Nous avons ouvert des négociations. Nous avons reçu sur un projet un certain nombre de réponses qui ne nous ont pas satisfaits. Nous sommes en train de travailler sur d'autres conditions. Nous avons réunion après-demain avec Agathe pour travailler sur un bail amphithéotique administratif qu'on va proposer à nos partenaires pour voir s'ils sont capables de répondre à ce projet-là. Et on espère que ce projet sera plus favorablement accueilli. Donc j'espère que d'ici cet automne, on aura des réponses favorables à cette mise en concurrence et à la tractation pour trouver quelqu'un pour la mise en marché de ce camping. Et donc une gestion durable qui fera que nous n'aurons plus besoin de revenir ici chaque année avec, ma foi, quelques craintes. Toujours. Exactement. Voilà. Très bien, merci Jean-Paul. Est-ce que sur ce rapport, il y a des remarques ou des questions? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit Jean-Paul avec le point 16 et la structure d'escalade du gymnase Tartara. Oui. Donc au niveau du gymnase Tartara, vous savez qu'il va être fermé cet été pour une rénovation énergétique. Donc on va en profiter pour rénover le mur d'escalade intérieur, ce qu'on appelle la structure artificielle d'escalade, les deux murs qui sont à l'intérieur, à la demande du club d'escalade. Donc on vous propose d'attribuer un marché de travaux pour remplacer ces structures artificielles d'escalade et éventuellement d'en créer de nouvelles sur les deux autres murs. Mais pour l'instant, on vous propose uniquement de remplacer les deux murs actuels. C'est la proposition qui vous est faite de lancer une consultation pour réaliser les travaux de remplacement des structures artificielles d'escalade actuellement présentes dans le gymnase Tartara, en façade est et en bloc pour la façade sud. En sachant que la structure existante, elle a l'âge du gymnase. Exactement. Donc début des années 90 de mémoire.
avec une limite d'un montant de 152 250 € hors taxe. On peut préciser aussi que sur ce sujet, on a un accord de principe qui n'est pas visé ici, mais c'est pour la bonne complétude des informations sur le dossier. On a un accord de principe d'un accompagnement de la CCVA sur cette structure, compte tenu du fait qu'elle est installée dans le gymnase qui, pour le coup, est intercommunautaire, dans le cadre d'un service unifié qu'on a avec la CCVA. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet, sur ce projet, sur lequel on a avancé, parce qu'il nous semblait être d'intérêt à partir du moment où on allait aller faire des travaux dans cet établissement, et bien de remettre à niveau aussi la structure d'escalade, qui est quand même beaucoup sollicitée, hein, à la fois par les scolaires et par le club d'escalade, donc bien sollicité. On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On poursuit, Jean-Paul, avec le point 17 et la demande de subvention pour le marché de maîtrise d'œuvre sur la rénovation énergétique de la maison de la petite enfance. C'est OK, je sais, j'avais pas en tête. OK. Donc, on est, d'une manière générale, on avait eu l'occasion d'évoquer au Conseil communautaire les très bons résultats qu'on a eus sur les travaux de rénovation énergétique, notamment de nos équipements sportifs. L'idée, c'est que ces bons résultats, on en fasse aussi profiter nos autres bâtiments. On l'a déjà fait sur la maison de la coopération intercommunale aussi. Vous vous souvenez du dossier sur notamment le remplacement de l'ensemble des huisseries et de l'isolation qu'on a fait en comble. Là, l'idée, c'est de pouvoir s'attaquer maintenant au bâtiment de la maison de la petite enfance. Donc l'idée, c'est qu'en 2024, on soit sur la partie des études et que 2025, on puisse poursuivre au besoin les études de maîtrise d'œuvre et rentrer dans une phase de travaux, en sachant qu'on est sur un budget estimé qui serait de l'ordre de 780 000 €. C'est les études qui nous permettront de savoir si on est dans cette épure. Voilà. En tous les cas, le point 17, son objet, c'est qu'on puisse solliciter à la fois les subventions et lancer une procédure de consultation de maîtrise d'œuvre en faveur de ces projets et travaux. Est-ce que vous souhaitez des précisions? Est-ce qu'il y a des remarques sur Romain? Oui. Je crois que ça brûle. Oui, on discutait avec ma voisine, on se disait, vu de l'extérieur, il semblait récent, enfin il semblait pas si vieux que ça, le bâtiment. Mais nous aussi, vu de l'extérieur, on paraît récent. Non, mais tu as raison. C'est pas un vieux bâtiment. Sauf que les bâtiments comme celui-là, qui ont été construits dans les années 80, ce sont des bâtiments qui sont en simple vitrage, pour lesquels l'isolation, quand bien même elle existe, elle est parfois limitée simplement à une couche de laine de verre. Et donc, évidemment, ce sont des bâtiments qui ont vécu. Alors, on a une bonne structure au sens du bâti en tant que tel, à la fois dans sa composition architecturale et dans son organisation structurelle. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a des vrais travaux à refaire, que ce soit en toiture ou sur les murs. Et c'est vrai que ça va très vite. Voilà. On l'a vu sur nos gymnases, c'est quelques millions d'euros qu'on a mis sur nos gymnases. Alors effectivement, on a de très bons résultats après, techniquement, y compris d'ailleurs sur les questions de DPE, mais il faut en passer par là. D'autres remarques ou questions? On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient, Jean-Paul, au point 18. Tu veux en parler? Alors, nous avons idée de travailler sur la création d'un terrain de foot synthétique. C'est une demande qui nous est faite par notre club de foot, le ST. C'est quelque chose qui se fait maintenant partout, qui est beaucoup plus intéressant pour jouer, qui est plus intéressant pour travailler, pour être entretenu. Et nous avons visité un certain nombre
de terrain de foot en synthétique. Et on est en train de travailler pour voir s'il serait intéressant de changer ce système. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est que le club de foot nous dise ce qu'il faudrait faire, quel est le système qui serait le mieux pour nous, et on attend qu'ils nous donnent des préconisations. Et parallèlement, on aimerait bien avoir le maximum de subventions pour pouvoir avoir des billes, pour pouvoir financer ce terrain qui serait installé soit sur le stabilisé actuel, c'est-à-dire derrière les gymnases, soit sur le terrain pelousé, c'est-à-dire le terrain d'honneur du foot actuel. Voilà, donc on demande d'autoriser le président à solliciter les financements maximum pour l'ensemble de cette opération, études, maîtrise d'œuvre et travaux, et lancer une consultation de maîtrise d'œuvre pour étudier ce projet de création d'un terrain de foot synthétique sur le complexe sportif de Moutier-Salins-Fontaine. Merci Jean-Paul. Avant de donner la parole à Daniel et Noir, je crois qu'il souhaite s'exprimer, simplement deux petites précisions. La première pour dire qu'il y a un travail prospectif qui a été mené avec des visites sur un certain nombre d'installations pour voir entre les deux techniques principales qui existent, c'est-à-dire soit le terrain latex, soit le terrain tissé, pour voir déjà comment ça fonctionne. Il y a des échanges avec un certain nombre de clubs pour voir à l'usage quelles sont les préférences, et puis qu'on puisse avoir aussi une approche, ça c'est un élément majeur, non pas sur l'achat à l'instant T, mais sur le coût global sur une durée de 15 ans. Un terrain synthétique, ça a une durée de vie de 15 ans. Alors, ça peut être un peu plus, mais en tous les cas, il faut bien qu'on regarde le coût sur 15 ans, c'est là où les choses se révèlent vraiment, à la fois de l'investissement, de l'entretien annuel, mais aussi du recyclage in fine de la partie synthétique en tant que telle. Voilà. Et donc ce travail-là, il est actuellement en cours, il faut qu'on le précise avec les maîtrises d'œuvre qui sont identifiées dans la délibération qu'a rapporté Jean-Paul. Deuxième point sur la question des subventions. Je me tourne volontairement vers Fabienne, parce que le point là-dessus est évidemment très important. Ce qui motive aujourd'hui un investissement sur un terrain synthétique, c'est qu'en réalité, nous avons un usage très intensif de nos installations, de toutes nos installations sportives. D'abord parce qu'il y a une densité associative qui est assez importante, en tous les cas importante à l'égard du bassin midi sur lequel nous sommes, mais en plus de cela, nous avons un usage par les établissements scolaires, et je pense au collège en particulier. Et donc, dans les demandes de subventions que nous allons faire, on va évidemment s'intéresser aux deux collectivités de rattachement du collège et du lycée, c'est-à-dire du département et de la région, pour qu'il y ait un accompagnement au titre des équipements sportifs, comme on pourrait les solliciter au titre des associations, mais aussi un accompagnement financier au titre des équipements qui sont mis à disposition des établissements scolaires pour les communautés d'élèves que cela représente, et qui est une part importante, puisque toute la journée, sur nos équipements sportifs, il y a soit quelques-uns des 700-800 gamins du collège, soit quelques-uns des 1100 ou 1200 élèves du côté du lycée. Et donc, finalement, c'est, j'ai envie de dire, l'usage principal de ces équipements-là. Et c'est ce qui fait aussi que ça motive la nécessité de le mettre en œuvre. Daniel. Si c'est le stabilisé qui est choisi pour faire du synthétique, il ne va plus rester beaucoup de place pour des concours de boules. Alors, c'est pour ça que... Il va avoir lieu, pardon, fin du mois, là, le 4. C'est pour ça qu'il y a eu une époque où on ne se serait pas tant posé la question. Aujourd'hui, tu as noté que dans le rapport de Jean-Paul, la question est une question ouverte, parce qu'il faut vraiment qu'on appréhende les deux sujets. Et il faut vraiment et d'ailleurs, ça fait le lien un peu avec ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on appréhende les deux sujets, parce que
en face, il en va aussi de la technique qui est utilisée. Parfois, les sportifs nous disent vouloir du synthétique, mais pas en usage du terrain d'honneur, parce que les conditions d'usage ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est précisément ce qu'on vit. Alors, je dis ça sous le contrôle de l'expert qui est Jean-Paul, qui est allé voir comment ça marche, et de ce que disent les sportifs. J'ai notamment eu des échanges avec Boursa-Maurice la semaine dernière, où ils ont un exemple avec M, où ils ne jouent pas forcément leur match de championnat, je ne sais pas comment on dit là, à M, parce qu'on est sur une technique latex, et que la technique latex fait quelque chose qui est un peu tapis, et que quand il pleut, il n'y a pas de... ça ne percole pas directement. Voilà. C'est moins drainant. Et donc il faut du temps pour que le terrain se draine naturellement, et qu'en gros, la flotte passe la surface latex. Ce qui n'est pas le cas avec le tissé, où on est avec une meilleure adhérence, si j'ai bien compris, du terrain naturel. Et comme c'est tissé, eh bien, on a une pénétration immédiate, en gros, de la pluie, même d'un orage. Dans l'instant où il pleut, ça percole directement. Donc, vous avez compris quand je dis ça, que le tissé est plus cher que le latex. C'est pour ça qu'il faut l'amortir sur 15 ans. Enfin, qu'il faut regarder le coût sur 15 ans. C'est plus cher sur l'investissement immédiat, mais on s'y retrouve sur 15 ans. Au bout de 12 ans, je crois, le truc s'équilibre. Et sur les années suivantes, ça permet de le rendre économiquement plus intéressant. Et donc, du coup, ça fait qu'on peut aller plus facilement sur le terrain d'honneur. Et donc, comme on est dans ce moment où il faut regarder toutes ces techniques, c'est pour ça que le sujet il est ouvert des deux côtés, en se disant on retiendra au final ce qui correspond le mieux aux usages, tout en étant le moins impactant possible sur nos équipements, parce que le foncier est rare, et que ce qui est rare est cher. Et donc c'est aussi à prendre en compte dans la décision finale qui sera la nôtre. Voilà. Noir. Moi j'ai une question. Sur les visites que vous avez effectuées, vous avez demandé quand même un tarif approximatif. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée du prix? Bien sûr, c'est aujourd'hui complètement documenté. En gros, j'ai aucune idée. En gros, un terrain, sans parler de ce qui est complémentaire, et Jean-Paul le documentera, mais en gros, c'est 800 000 euros. Combien ? 800 000, l'investissement, plus les à côté, on est à peu près à 1 million d'euros. C'est ça, Jean-Paul. Approximatif, c'est une idée. Alors, en gros, 600 000 hors taxes. Voilà. Je voulais juste... Noir. Moi, c'est... Donc dans le rapport, j'ai vu que vous aviez concerté avec le club de foot. Dans ton intervention, Fabrice, tu indiques qu'on va solliciter le département et la région, ce qui est une bonne chose. Par contre, il y a 3 catégories d'utilisateurs. On a le club, qui aujourd'hui est un utilisateur des deux stades, on va dire, des deux équipements. On a les scolaires, donc là ce serait intéressant de concerter aussi les profs. Ce qu'on fait toujours. Hein. Ouais. Au préalable. Mais c'est dans la phase BE, hein, c'est ça. Ouais. Donc bien s'assurer que voilà, je ne suis pas dans le col quand on aura fait l'acquisition, parce que c'est les champions pour ça. Et puis en fonction du choix qui sera fait, comment ça va fonctionner, quoi. Notamment vis-à-vis de la population. Du kidam qui veut taper un ballon. D'accord. Et si demain on prend le terrain stabilisé actuel et qu'on le remplace par un terrain aménagé mais fermé, où iront jouer les kidam lorsque ils pourront taper le ballon. Moi, gamin, voilà quoi, on avait un hier, enfin tu vois. Aujourd'hui, quand on fait le constat, et c'est d'ailleurs ce qui nous conduit aussi sur le fait qu'il faille passer sur cette question du synthétique, c'est qu'aujourd'hui, le terrain d'honneur est aussi le terrain qui sert sur les usages publics. Moi, je suis riverain du truc, je peux vous faire un état de la situation. Il y a beaucoup d'usages, et parfois des usages qu'on est obligé d'aller réguler un peu, parce que quand on tape dans un ballon, c'est pas très grave. Quand on fait autre chose, ça peut poser beaucoup plus de difficultés. Voilà.
L'avantage qu'on a, c'est que le synthétique, c'est quand même hyper résistant. Et donc, si le terrain d'honneur devait devenir un terrain synthétique, on aurait moins de difficultés à ce que le Quidam aille dessus, parce que pour le coup, l'incidence, elle n'est absolument pas la même que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Moi, partout où je passe, où je vois des synthétiques, malheureusement, enfin voilà, ils sont grillagés, l'accès est super restreint. En tous les cas, on a moins de risques sur l'usage d'un synthétique demain que sur l'usage du terrain d'honneur aujourd'hui. Or, le terrain d'honneur aujourd'hui, on met un panneau interdit, on prend des fois des arrêtés, mais on n'a pas de grillage de 6 mètres de haut qui empêche d'y aller. Et donc, dans l'absolu, quand bien même on met qu'il est interdit, on a du monde dessus. Il y a un seul moment où on est, je dirais, ferme et formel sur l'interdiction d'y aller, c'est quand on est sur les regarnissages, en général qui se font soit en début de saison, soit sur la période d'été, avant la reprise qui intervient mi-août en gros. Voilà. Gilles avait une question, je crois. Moi j'en avais une aussi. Oui. Bon, tu peux monter là. Vas-y Gilles. Oui. Tout simplement, il y a peut-être un élément qu'on n'a pas pris en compte, c'est la réglementation de la Fédération française de foot. Par exemple, pour des compétitions de Coupe de France, des fois les terrains pelousés sont obligatoires par rapport. Donc ça aussi, il faut peut-être en tenir compte, parce que le ST a fait des exploits en Coupe de France, nous a fait rêver quelquefois, et si c'est pour cette patrie à Chambéry, ça n'a plus du tout le même impact. Et on a bien l'intention qu'il nous fasse rêver encore souvent, et c'est pour ça qu'on voit la Fédération française de foot la semaine prochaine. Non, c'est pas grave, ils iront jouer à Combières. Chantal. Oui, moi j'avais la petite question verte. Oui. Ce synthétique, voilà, comment est-ce qu'il est conçu pour... Bon, je comprends bien que l'herbe naturelle est d'un entretien beaucoup plus coûteux, et voilà, ça facilite la chose. C'est juste pour ma gouverne, qu'est-ce qui se passe dessous, ce petit tapis en mousse, au niveau de l'écoulement, au niveau de la terre, au niveau de tout ça. Mais c'est là où justement on a quelque chose de très intéressant entre le latex et le tissé. Et quand j'évoquais la question du recyclage tout à l'heure, le recyclage, alors je dis ça de mémoire et Jean-Paul me confirmera, le recyclage du latex au mètre carré c'est 15 €, le recyclage du tissé c'est 8 €, parce que justement on est sur des matières beaucoup plus naturelles du côté du tissé, ce que n'est pas du côté du latex. Alors le latex en tant que tel il est naturel, aujourd'hui du latex il y en a de moins en moins de naturel. Romain. Oui, du coup, moi, je rejoins un peu ce qui a été dit. L'herbe, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, après, au cas où, on ira aller voir jouer à Combières. Mais et après, une autre question, c'est est-ce que la formulation du marché incite le bureau d'études à faire les travaux et à pas conclure que ce qu'on a, c'est peut-être le mieux? Non, alors ça, là-dessus, on a évidemment cette prudence et on s'associe de ceux qui sont les utilisateurs. Et puis, il y a eu quand même pas mal de rencontres. Je vous ai parlé d'elle tout à l'heure. Pour Saint-Maurice, il y a eu des visites à Satolas qui ont été faites. Je crois que les équipes doivent aller jouer là-bas, d'ailleurs. Nos joueurs doivent aller directement sur les 2 terrains de Satolas pour pouvoir bien mesurer, avec les mêmes jambes, les mêmes pieds, comment ça se passe entre un terrain et l'autre. Donc, effectivement, il y a... Enfin voilà, on s'adosse vraiment à ce que les usagers peuvent nous dire de cette affaire et de ce que la Fédération française du foot, le visait Gilles, a à nous dire également dessus. Chantal, il y a un point qu'on n'a pas évoqué par rapport à la dimension verte, c'est la question de l'arrosage. Voilà. Puisque aujourd'hui, on a beau avoir fait une cuve de 50 mètres cubes, de 30 mètres cubes, pardon, de réserve de flotte, malgré tout, ça ne suffit pas pour nos arrosages. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer cette dimension-là. Je ne suis pas certain, Noëlla, qu'on ait été assez clair dans la réponse à ta question. C'était pour rendre approximatif. En gros, il faut compter 600 000 € hors taxe, c'est à peu près ça la maille. Voilà. Sur l'équipement en tant que tel, autour, il y a des équipements de protection, de limitation, etc. Donc en gros, il faut compter 1 million en TTC sur le projet, en sachant que dessus, l'idée c'est d'aller chercher un maximum de subventions, de le regarder sur une temporalité plus large, ce qui pour nous est évidemment important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de diminution d'arrosage, de questions de tonte. Aujourd'hui, la location, enfin notre tondeuse, elle nous coûte 7 000 € par an, je crois, hein. 7 ou 8 000 € par an. Ça fait un gain de 15 000 par an.
15 000 € par an sur l'entretien. Voilà, Ah oui, par sur exemple. l'entretien. Et il faut le mettre sur une durée de 15 ans pour voir exactement comment on s'en sort. Voilà. C'est quand même un coût, quoi. Ah mais c'est un coût, hein, c'est indéniable, hein, c'est indéniable, c'est un coût. Aujourd'hui, quand on est sur les périodes, je dis ça pour Gilles ou pour Romain qui suivent ça peut-être d'un peu plus près, si Eric Laurent était là, il nous le compléterait, Jean-Paul le regarde également, quand on est en début de saison, c'est-à-dire sur la fin de saison d'hiver, on envoie nos équipes jouer à Albertville. Donc moi je passe des coups de fil pour convaincre le maire d'Albertville, pour aller convaincre à Montmélian, pour aller convaincre à Saint-Pierre-d'Albigny, d'aller utiliser d'autres terrains, parce qu'on n'est pas en capacité soit de recevoir des matchs chez nous, et sur lesquels on serait forfait, et donc on perdrait le match parce qu'on ne peut pas faire jouer. Donc c'est à nous de trouver une solution, sinon on considère que le match est perdu. Bon, voilà, tout ce genre de trucs dont on parle absolument jamais, qui nous occupe quand même pas mal. On met les gamins sur les routes, enfin bon voilà. Donc il y a un peu tout ça. Des interdictions de jouer, moi je signe, même si ça serait à Françoise de les signer. Je signe des arrêtés le samedi et le dimanche au débeauté pour qu'on puisse déclarer des matchs. Enfin bon bref, c'est tout un bazar qui vient jamais ici devant nous, mais qui existe quand même aussi derrière cette question des terrains. Voilà. Moi, je ne connais pas suffisamment, bien toutes ces subtilités, mais enfin, c'est une entente sportive. Du coup, il y a quand même les stades à Briançon. Ils ne sont pas avec Blanche. Alors, Notre-Dame, je crois, alors je dis ça sous le contrôle de Jean-Paul, qui a peut-être plus d'infos que moi. Je crois que Briançon va être, entre guillemets, abandonné, puisque aujourd'hui le terrain, il est devenu un peu dangereux, si j'ai bien compris, compte tenu des défauts de planéité. Voilà. Et celui d'Aigueblanche devient un synthétique, mais il n'y a pas de tribune, et il n'y a pas trop d'équipements de vestiaires, ou en tous les cas qui ne sont pas au standard. Et je crois que c'est un latex, autant que j'ai compris. Donc il y a déjà il est en cours de travaux. Donc l'entente sportive va déjà bénéficier d'un synthétique. En cours de travaux, et pour les entraînements du coup, puisque, enfin en tous les cas pas pour les matchs officiels, puisqu'il n'y a pas d'équipement annexe. Est-ce que les investissements, vous n'avez pas mieux les orienter vers ces équipements annexes Enfin, ça, c'est une question. Ah ben, les tribunes, on sait ce que ça coûte. Hein. Les tribunes à Moutier, enfin à Salins, en tous les cas sur le plateau sportif, c'est 1,7 million hors taxe. Voilà. Nous, ce qu'on avait plutôt préconisé, c'était qu'on fasse ensemble un synthétique sur notre territoire. Ce qui aurait évidemment réglé le problème. Sauf que ce n'était pas du goût de nos voisins. Voilà. Ce n'est pas du goût de nos voisins qui n'ont pas participé sur les tribunes et qui ne veulent pas participer sur un synthétique avec nous, considérant qu'il faut que nous nous débrouillons. Donc, bon, voilà, ça a été un débat qui a duré des mois et des mois. Je ferme le banc. Ce qui nous semble, pour nous, un élément incontournable, c'est que les élèves du collège et du lycée sont sur le plateau sportif de notre territoire. Et donc, à un moment donné, quand bien même il nous a été opposé, quand on a eu ces débats, qu'ils avaient qu'à utiliser désormais la voie verte pour aller faire leur période de sport sur le terrain d'Aigueblanche, je crois qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Sur un temps sportif d'1 heure ou d'1 heure et demie, on ne va pas commencer, je ne sais pas, je me tourne vers l'enseignante, mais on ne va pas commencer par dire chacun a son vélo pour aller rejoindre le terrain de sport. Ça va pas, je crois que ça n'a pas de sens. Quoi. Mais les collégiens ou les lycéens, c'est majoritairement sur le stabilisé qui vont, non? Non. Ils y vont, mais pas que. Si tu amortis sur 25 ans, tu prends en compte le coût du recyclage? Parce que je connais pas la surface d'un terrain de foot, mais ça peut être plus d'1 mètre carré. Quand on l'amortit sur 15 ans, et on prend en compte le recyclage. Oui. Dans les 600 000, tu as le recyclage, non? Non, dans les 600 000, on n'a pas dans les 600 000, on n'a pas le recyclage. Par contre, ça, c'est ce que je disais à Noëlla, c'est que l'investissement terrain. Par contre, pour aller trouver les points d'équilibre intéressants, c'est à partir de 12 ans, sachant que ça s'amortit sur 15 ans, et que l'idée, c'est de le faire durer un peu plus. Claude. Oui, le stabilisé, du coup, parce qu'il sert quand même à des événements, à des grands événements, comme le Tour de France ou autre chose.
Si par exemple il est en synthétique, est-ce que ces événements pourront toujours avoir lieu? Alors, ça fait partie, c'est pour ça que le sujet est ouvert, parce qu'on ne veut pas se priver des opportunités qu'offre le stabilisé. C'est vrai pour la pétanque, Daniel l'a évoqué il y a quelques instants, c'est vrai pour les grands événements à l'image du Tour de France, c'est vrai pour les grands événements à l'image de la caravane des métiers qu'on a reçue il y a quelques semaines, en mars dernier. Donc tout ça, on ne peut pas s'en priver, parce que notre territoire en a besoin. Et donc, dans le travail qu'on a à faire avec les bureaux d'études, c'est de se dire aussi quelle est l'importance, à un moment donné, d'un terrain synthétique réalisé sur le stabilisé, pour se dire, voilà, à un moment donné, il faut qu'on fasse un choix éclairé. Mais ce qui est certain, c'est que ça pèse énormément dans notre décision de dire, on se prive de la surface proposée par le stabilisé pour des équipements, pour des usages, autres que du foot. Étant d'ailleurs précisé que le stabilisé n'est pas aux dimensions, entre guillemets, réglementaires d'un terrain de foot, ce qui veut dire que ça ne pourrait être que pour des phases d'entraînement ou de matchs, on dit amicaux, je crois, en tous les cas sans incidence, sans enjeu de championnat, parce qu'il n'est pas aux normes en termes de surface. Et que on ne changera pas la surface du stabilisé d'aujourd'hui. D'abord parce que si on venait à la changer, on perdrait la note vitesse qui est autour, ce qui pour nous est impensable d'un point de vue notamment des enseignements et des scolaires. Voilà. Donc tout ça contribue à un moment donné aussi aux décisions. Mais je vois que c'est un sujet passionné, Romain. Oui, non, mais du coup là on a le résultat de l'étude. Le bon compromis c'est de faire la moitié du stade en synthétique. Comme ça ils pourront voir la différence, tout ça. Et puis ça coûtera moitié moins cher. Très bien. Marie-Christine, oui. On n'a pas l'aire de chaînage, là, par là? Alors, on a l'aire de chaînage. C'est un sujet qui a été pris en compte. Avant qu'on fasse l'aire de chaînage, on s'est posé la question. Et ce qui a été, pour nous, le point de bascule dans la décision, c'est que on n'agrandirait pas le terrain pour ne pas se priver de la note vitesse, parce qu'on en a besoin dans nos enseignements. Et donc, on a fait l'aire de chaînage sur la partie exorbitante de la note vitesse, ce qui fait que, du coup, l'aire de chaînage n'est pas une contrainte sur le stabilisé, ça a été plutôt une contrainte au-delà de la note vitesse. Donc, du coup, on a réglé le problème. On a réglé ce premier problème par là. C'est la note vitesse qui a conditionné le choix. Maintenant, il reste au milieu de la note vitesse le stabilisé, plus quelques espaces perdus, mais enfin, il reste le stabilisé au milieu de la note vitesse, et donc c'est là où doit intervenir notre décision. Ceci étant dit, et ça aurait pu être une remarque de Romain, c'est que, puisqu'il est plus petit que le terrain d'honneur, il vaudrait mieux le faire sur le stabilisé, puisque du coup, ça coûterait moins cher. Bien, je crois qu'on a épuisé toutes les remarques et questions qu'on peut avoir sur ce rapport. Ce point 18, que je vais donc mettre aux voix, et donc je rappelle qu'il concerne la demande de subvention et le lancement d'un marché de maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 19, et je passe la parole à Georges concernant le marché de collecte, quai de transfert et eau de quai. C'est pour simplement, comme on l'a fait à la déchetterie de l'île Ferlès et de le faire sur la déchetterie des Menuires, c'est de passer de 1 à 2 agents avec, pour une meilleure gestion, pour une extension également des horaires d'ouverture. Et donc, il vous est demandé aujourd'hui d'approuver cette décision si vous en êtes d'accord. Donc, vous avez les horaires qui sont joints dans cette délibération de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du 1er avril au 30 novembre, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h du 1er décembre au 31 mars. Et vous avez les coûts qui sont afférents un petit peu plus bas, qui sont pour l'été de 12 950 € au mois et pour l'hiver de 18 450 € au mois. Non, c'est l'inverse. En haut, c'est pour l'hiver et en bas, c'est pour l'été, puisqu'aujourd'hui, ce que vous avez demandé, c'est qu'il y ait 2 agents l'été uniquement. Mais on devrait certainement y venir dans l'avenir pour toute l'année. Pourquoi ceci? C'est parce qu'on est passé de 5 à 6 bennes à 11 bennes. On passe sur des filières qui sont nouvelles. Et donc, pour gérer tout ça et l'extension des horaires, on a besoin, comme pour l'île Ferlet, de 2 agents.
Je dois aussi vous préciser qu'il y a 3 plaintes qui ont été déposées, 2 par Suez pour agression et pour vol, et une par nos services qui ont été déposées la semaine dernière également pour vol de matière. Voilà. Donc il y a besoin de sécuriser, la police municipale passe, la gendarmerie passe, puisqu'il y a eu quand même des attaques physiques auprès de la gardienne. De manière complémentaire à ces perturbations, et je le dis pour tout le monde, mais à destination des belles villes en particulier, on est pour l'instant dans un mode dégradé avec la déchetterie qui est pas dans son lieu d'usage, mais déconnectée pour finir le temps des travaux, et que ça doit se terminer à quelle échéance, Jean ? Ça doit se finir en août. Ces travaux ont été repoussés parce qu'on a eu les intempéries en fin d'année. On n'a pas pu enterrer les cuves, notamment les cuves pour récupérer l'eau si on a un incendie ou dans tous les cas de ruissellement. Et donc on devrait récupérer fin août la déchetterie. Donc les travaux de VRD, dès lors qu'ils seront terminés, on ira regagner le bon endroit. Et puis parallèlement à ça, simplement pour la bonne information de notre conseil communautaire, on gère quelques petits sujets autour de notre quai de transfert, sur lequel on a quelques procédures, en tous les cas amiables à ce stade, qui sont engagées, même si on se fait accompagner dans la défense de nos intérêts respectifs, avec notamment une intervention des assurances, qui aura lieu vendredi, oui. Où l'ensemble des parties se retrouveront sur le site, je crois, pour un arbitrage des assurances, donc en gros chercher qui paye quoi dans cette affaire, pour qu'au final on nous livre enfin ce qui avait été précisément commandé au départ. Voilà, si vous en avez entendu parler, sachez qu'on a quelques petites perturbations sur le sujet actuellement. Alors, sur ce rapport numéro 19 et les évolutions autour de la déchetterie et du marché, est-ce que vous avez des questions, des remarques à Georges ? On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. On change de compétence et on vient vers la culture. Donna, avec l'approbation de l'évolution des tarifs pour l'adhésion École des Arts, et tout ça dans le prolongement d'un service unifié qui s'est tenu il y a une dizaine de jours. Un peu plus. Le temps passe vite. C'est bon. Oui, donc je rappelle simplement que la grille tarifaire que vous avez en annexe, elle est progressive et basée sur les coefficients familiaux. Alors les tranches de coefficients donc, ne changent pas. Les tarifs de l'école de musique sont identiques à ceux de l'année dernière, ainsi que les propositions de remise qui restent les mêmes. On a des évolutions par contre au niveau de la danse et du théâtre, où on a fait une tentative d'harmonisation sur les coefficients familiaux, c'est-à-dire qu'on a baissé un peu la tarification sur les plus petits coefficients et réaugmenté un petit peu sur le coefficient le plus élevé. Sachant que la majorité de nos inscrits sont sur le QF que je vois d'ici, 1001 à 1500, où là on reste sur les mêmes tarifications que l'année dernière. Voilà, tout simplement déjà c'est pour rendre en tout cas la pratique de la danse et du théâtre plus attractive. Voilà. Et puis simplement aussi sur le théâtre. Sur le théâtre, on a baissé un petit peu la tarification sur les 6-8 ans, puisqu'on est repassé à 1 heure au lieu d'1h30. Et puis on va mettre en place dès la rentrée prochaine les classes à horaire aménagé théâtre sur le collège Jean Rostand. Donc là on aura 1h30 de cours dispensés donc à l'école des arts et 2 heures au sein du collège. Voilà, comme on a pu le faire il y a quelques années sur la danse. Voilà. Sur le théâtre, on a ce cursus nouveau pour la rentrée prochaine. Sinon, rien de nouveau. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ces grilles tarifaires. Merci Donna. Alors, des questions, des remarques? On est dans des ajustements simplement pour répondre au mieux
de la volonté d'ouvrir aussi nos activités. Oui, je ne prends pas part au vote. Okay. C'est peut-être l'occasion de rappeler qu'on a eu des bons recrutements qui sont intervenus avec une équipe qui est complète pour la rentrée 20 septembre 24. Il ne manque que l'accordéon? Oui, que l'accordéon. C'est ça. On a une dizaine d'heures sur l'accordéon. Si vous avez un prof d'accordéon dans vos... On est à 7-8 heures d'accordéon qu'on ne peut pas effectivement pas donner. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'effectivement, on a rarement été à ce moment de l'année aussi bien campé sur la préparation de la rentrée de septembre. On compte quand même à peu près on avait 500, un peu plus de 500 élèves. Hein. C'est bien. 500 élèves d'inscrits sur l'ensemble des disciplines artistiques. C'est bien. Hein. Chantal, une petite question. J'ai pas vu, sauf si j'ai été étourdie, j'ai pas suivi, le prêt des instruments, vous l'avez pas touché non plus? Non. D'accord. Non, on n'a pas touché, alors attends. Non, mais c'est non, c'est théâtre et danse, donc on n'a pas touché les instruments. C'était que la danse et le théâtre. Ouais. Ouais, très bien. On a touché théâtre et danse, parce que d'abord, on est sur deux activités qui sont pour nous lier en termes de la manière avec laquelle on appréhende la tarification. C'est super. Très bien. Je vous propose donc qu'on mette au voie ce point. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Donna, le point 21, le projet d'établissement. Donc là, ce qui vous est proposé, effectivement, c'est d'approuver le projet d'établissement. Alors, vous l'avez vu en pièce jointe. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire. En tout cas, c'est un document donc, qui conditionne la subvention du département sur le fonctionnement de l'École des Arts. C'est un projet qui doit être formalisé donc, pour les 3 prochaines saisons, 24-25, 25-26 et 26-27. Alors, ce document, il s'inscrit vraiment dans la continuité du précédent document et dans la dynamique du projet culturel. On est vraiment, en tout cas, l'École des Arts est complètement intégrée au projet culturel, elle est au sein du projet culturel. Donc ce document, donc, il oriente les axes, les objectifs et les dispositifs qui sont mis en place sur l'École des Arts en s'appuyant donc sur l'équipe pédagogique. Et là, je remercie en tout cas Pierre, Pierre déjà qui a beaucoup travaillé sur ce projet, et également les enseignants voilà, qui ont vraiment apporté un gros soutien sur la rédaction de ce projet. Et puis, il faut savoir aussi que ce document, il est vraiment dans les orientations, en tout cas, des schémas, du schéma national et départemental, de la pratique artistique et de l'éducation artistique. Alors, donc après, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais tout est décrit dans les enseignements dispensés, la transversalité aussi, en lien avec le projet culturel sur les différents publics également, avec les centres médico-sociaux, en tout cas nous, avec nos autres politiques de l'École des Arts, la politique de la petite enfance. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce document. Sur ce document, que vous le fassiez maintenant ou plus tard, mais moi je vous invite vraiment à retrouver les pages 28 à 31, parce que vous avez les 14 axes stratégiques et objectifs triennaux, là, donc sur la période 24-27, qui permettent de bien remettre en trajectoire là où on souhaite aller. Cette dynamique-là, elle est aussi à remettre en perspective du territoire sur lequel on est installé. Notre communauté de communes, c'est comme ça, c'est la physique des lieux, elle porte le collège et le lycée sur son territoire, ce qui fait qu'il y a des dimensions très particulières qu'on peut mettre en œuvre sur l'ensemble de notre dynamique culturelle, et évidemment que ça a une incidence sur le projet d'établissement, des incidences qu'on peut avoir de l'École des Arts sur la manière avec laquelle on sert l'art et la culture sur notre territoire. Ce qu'on dit pour les jeunes, on peut le dire aussi pour les moins jeunes, puisque les équipements, je pense à notre foyer, je pense au Cordelier, je pense au long séjour, je pense au Petit Nice, sont aussi situés sur le territoire de notre communauté de communes. Et donc, du coup, on a inévitablement
des liens soit existants, soit à créer, qui permettent d'avoir un élargissement du spectre des bénéficiaires de l'art et de la culture. Et puis enfin, dernière dimension, on est dans notre collectivité aussi les porteurs du pôle famille. Et donc du coup, tout ce qu'on peut faire en direction des jeunes, voire des très jeunes, je fais référence à l'événement qu'on a eu encore samedi dernier sur notre territoire, fait qu'à un moment donné, on a une véritable singularité, et quand bien même on voudrait faire des efforts ailleurs, il y a ici une dynamique très particulière qui fait qu'on a une concentration des faisceaux à la fois des publics et de la volonté de pouvoir apporter un rayonnement artistique et culturel sur le territoire. Ce projet d'établissement, que vous retrouverez, vraiment je vous invite à aller sur les pages 28 à 31 comme je le disais, il est complètement aligné avec cette dynamique-là et cette volonté de continuer de porter plus loin encore. Je pense qu'on n'a pas fini d'ailleurs d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'on peut faire sur le territoire, et il faudra dans les années qui viennent, alors au-delà du projet d'établissement qui nous est présenté ici ce soir, mais il faut qu'on continue de se dire mais comment est-ce qu'à un moment donné on a cette transversalité sur notre territoire. Parce qu'on fait dans nos communes des actions parfois de manière un peu isolée, individuelle. L'idée, c'est pas de vouloir mettre tout ça dans un même paquet, mais tout simplement que les dynamiques artistiques et culturelles, elles viennent toujours retrouver une connexion globale avec le projet qu'on porte à l'échelle du territoire, parce que on se singularise, et je pense qu'on peut se singulariser plus encore, puisqu'à un moment donné, il y a des dynamiques et il y a des équipements qui existent ici et qui n'existent pas ailleurs. Quand on compare sur d'autres territoires, eh bien on est obligé d'aller chercher, à la fois du côté du Dôme Théâtre ou du côté du Conservatoire à Chambéry, des similitudes avec ce qui peut exister dans le cadre de ce qui est mis en œuvre. Donc ça, je voulais ici vous le partager quand même ce soir, saluer le travail de l'ensemble de l'équipe de ce qui est mis en œuvre, autour de Donna, autour de Pierre Aguilera, et puis on ne peut pas ne pas avoir un mot pour ce qui s'est passé le 17 mai, avec ce moment où on a voulu sublimer, en tous les cas révéler, le territoire 100% EAC, qui est ce label national dont on bénéficie désormais sur notre territoire, pas tant au bénéfice de l'École des Arts, mais plutôt au bénéfice de l'ensemble de la politique culturelle qui est mise en œuvre par Cœur de Tarentaise, qui a été saluée par tous les acteurs présents, à commencer par l'État, à la fois par la présence du sous-préfet et du représentant de l'ANRAC, de l'Éducation nationale avec la présence du DAZEN, et puis par le département et la région, notamment le vice-président de la culture du département, qui était présent pour saluer aussi cette dynamique, puis l'ensemble de ceux d'entre vous et des différents acteurs qui étaient là, y compris des acteurs de la culture du territoire. Je pense à la FACIM, je pense au Festival de musique baroque, qui était là, présent également, et d'autres que je n'ai pas évoqués ici. Voilà. Donc, tout ça, ça met un peu en relief aussi ce projet d'établissement, parce qu'à un moment donné, eh bien, tout ça se retrouve avec des dynamiques qui sont croisées. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet, sur lesquels Donna pourrait apporter les compléments? Tout est clair. Formidable. Eh bien, on va donc le mettre aux voix, ce projet d'établissement. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des oppositions ou des abstentions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup, et on en profite pour saluer tout le travail qui a été mené et qui sera mené encore demain. Donna, un dernier point sur les sujets autour de la culture et du tourisme, avec la carte d'Elsa Lacotte. Oui, donc là, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver en fait la tarification de la vente de la carte d'Elsa Lacotte avec le cadre en fait à 50 € TTC et simplement le poster à 10 €. C'est tout de suite plus mercantile, là. Hein, voilà. Donc, voilà, effectivement, le cadre, en fait, on s'est rendu compte que la version avec le cadre était très demandée, et parce qu'en fait, le cadre, c'est un cadre qu'on fait sur mesure. Et donc, tout le coût aussi. Voilà. Donc, on simplifie la vie de ceux qui seraient tentés d'acheter la carte, mais qui voudraient le cadre avec. Ouais. Puis le cadre est un peu atypique.
Il est un peu atypique, mais la carte aussi est un peu atypique. D'ailleurs, je trouve qu'elle irait bien, cette maison du lac, cette carte des Alacotes. Oui, mais il y en a encore. Très bien. Est-ce que sur ce sujet, vous voulez des précisions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Noëlla? Pardon, non, elle me pose la question. Savoir si on a où est-ce qu'on a... Toutes les mairies l'ont reçu. Oui, on a. Les écoles aussi. Il y en a dans les offices. Oui, dans les offices. Il y en a dans les offices. Toutes les mairies ont reçu les écoles. Tu l'as pas vue, Sandra, cette carte? Mais j'espère qu'elle est bien affichée, en bonne place. Bien, on en vient au point numéro 23 avec un sujet qui est un sujet finalement assez simple, mais qui est très 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 important à la fois sur les questions de sécurité et sur les questions sanitaires. On a une attaque forte, pour pas dire très forte, du frelon asiatique sur nos territoires. Mais dans les belles villes aussi. Ça n'a pas l'air de les piquer. Hein. Donc c'est une question. Non, parce que moi je vais le dire à Cléber si vous n'écoutez pas quand on parle du frelon asiatique. Mais il y a un problème, il n'y a plus d'électricité à Saint-Martin dans la vallée et tout le monde me sollicite dans les voilà, c'est autre chose que le frelon. Hein. Ouais, mais là, il n'y a plus rien. Un nid de frelon, non. C'est bizarre. Donc voilà. Bon. Bon, Enedis, Très bien. Donc, vu qu'Enedis s'occupe de l'électricité des belles villes, le sujet très transversal qui nous concerne tous, c'est le frelon asiatique. Le frelon asiatique qui pose deux difficultés principales. La première, c'est que on a évidemment un vrai risque humain d'attaque de ce frelon asiatique avec toutes les conséquences que ça peut apporter. Et donc c'est le sujet sécurité sur lequel il nous faut être très prudent. Et on a un sujet qui est un sujet sanitaire pour les colonies d'abeilles, puisque le frelon asiatique attaque les colonies d'abeilles. Et donc on aime tous les abeilles, et ça c'est un sujet qui dépasse largement notre conseil communautaire. Et donc du coup, si on veut avoir encore les abeilles longtemps sur nos territoires, il faut plutôt qu'on ait une lutte en direction du frelon asiatique. Notre bureau a validé il y a quelques semaines, mois, qu'on ait un accompagnement pour mettre des pièges. D'ailleurs, Françoise, vous êtes plutôt précurseur du côté de Salins, puisque votre agent technique est le représentant du GDS, du groupement de défense sanitaire, qui suit la question du frelon sur notre territoire. Et donc, on a installé dans nos communes, on a multiplié un peu les pièges, ce qui est d'ailleurs très important, puisqu'on a eu un bon piégeage. En tous les cas, on a eu un piégeage beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer les autres années. Mais malgré tout, et là la campagne de piégeage, elle s'est terminée la semaine dernière, on sait qu'on n'a pas suffisamment piégé, parce que les conditions météo n'étaient pas bonnes. Tout ça pour dire qu'on a piégé beaucoup, mais insuffisamment par rapport à ce qu'on aurait pu faire si les conditions climatiques avaient été plus clémentes, ce qui veut dire qu'on a vraiment un développement exponentiel du frelon. Donc, il faut qu'on continue la lutte. La lutte va recommencer avec du piégeage à compter de l'automne prochain. Il faudra sans doute d'ailleurs qu'on ait peut-être quelques actions de communication dessus. Et pour tout ça, eh bien, à un moment donné, il faut aussi qu'on accompagne la dynamique humaine autour de cette question du frelon. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est une convention à intervenir avec le GDS des Savoies, le groupement de défense sanitaire des Savoies, et la communauté de communes. Et vous allez voir, pour un montant qui est finalement pas à la hauteur des enjeux, puisque c'est un accompagnement à hauteur de 200 € qui est soumis ici ce soir dans le cadre de cette convention. En tous les cas, c'est ce que souhaite le GDS, et c'est ce qu'on vous propose tout simplement ici ce soir. Donc on propose, après que le bureau ait rendu un avis favorable, que notre conseil communautaire puisse valider cette convention. Est-ce que ce point appelle des remarques particulières, des oppositions, des abstentions? Je n'avais pas de doute sur l'issue. Écoutez, merci beaucoup. On en est arrivé au bout de notre ordre du jour, qui était dense, mais finalement qui
qui va permettre à Noëlla rapidement d'aller traiter les questions électriques de la vallée des Bellevines. Simplement pour vous donner à titre d'information que notre prochain bureau communautaire sera organisé le 18 juin à 19h, sans doute après une cérémonie patriotique qui se tiendra à Moutier, pour ceux et celles d'entre vous qui le souhaitent. Et puis un prochain conseil communautaire qui devait se tenir au Belleville, mais qui va finalement se tenir à Moutier parce qu'il y a un bureau SCOT juste avant. Et donc ça va être ce conseil communautaire à 19h le 25 juin en mairie de Moutier. C'est ça, Kirsten. Voilà. Mais on n'a pas oublié d'aller dans les Bellevilles, puisque date est prise déjà, pour que le conseil communautaire du 23 juillet, et oui, les vacances, c'est pas pour tout de suite, va se tenir le 23 juillet à Saint-Martin, à la mairie de Saint-Martin-de-Belleville. Voilà. Est-ce qu'il vous reste des petites annonces, des sujets à partager, des questions brûlantes qui, vous verrez, frustrés de ne pas les avoir posées? Chantal? Est-ce que le petit frelon asiatique n'a pas un prédateur? Bah pour l'instant, c'est non, parce qu'on n'en a pas trouvé de mieux. On va brancher le loup. C'est comme le loup. Non. Le loup va peut-être Je voyais être plutôt intéressé chez les par le frelon. volatiles. Avec le loup qui, d'ailleurs, a rattaqué de plus belle, parce que hier, pour ne reprendre que les 2 jours qui viennent de s'écouler, hier, 13 attaques en solo du loup. Aujourd'hui, 2, 3 ou 4 attaques, je n'ai plus tout à fait en tête le truc, dont un bovin sur le territoire de Port-Saint-Maurice. Donc, c'est loin d'être fini. Et quand je lis dans la presse nationale que finalement la population du loup a diminué, je suis outré. Quand je lis qu'en plus on nous dit que la Fédération nationale ovine a validé le fait que la population est baissée, je suis blessé parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour lutter, et je vois le président de la FNO cette semaine, et ça fait partie des sujets que je vais évoquer avec lui. Je considère qu'on ne peut pas être d'accord sur le fait que la population est baissée, puisque avec l'État, on n'est toujours pas d'accord sur la méthode de comptage. Donc, si on n'est pas d'accord sur la méthode de comptage, je ne vois pas comment on peut être d'accord sur le fait que la population est baissée. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Très bien, écoutez, je vous propose que nous clôturions notre conseil communautaire. Je vous remercie.